Diana Diao, et nous accueillons notre deuxième invité, Abdoulaye Ndoye, qui est le secrétaire général du CUSEMS. Bonsoir, monsieur Ndoye, merci d'être là. Bonsoir, madame Touré. Je voudrais vous remercier pour cette invitation, mais permettez-moi également de saluer toutes nos militants, sympathisantes et sympathisants, et tous les enseignants du Sénégal. Très bien. Le ministre de l'Éducation nationale a publié les modalités définies pour le passage des élèves en classe intermédiaire. Comment appréciez-vous cette note? Merci. Je dois dire que depuis que cette pandémie a commencé à s'installer dans notre pays, nous, acteurs sociaux, nous avons fait preuve de générosité, d'ouverture d'esprit, mais surtout d'engagement. Nous avons contribué financièrement, matériellement. Mon organisation syndicale, le CUSEMS, a acheté des équipements sanitaires qu'on a mis à la disposition du département des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, dirigé par le professeur Seydi. Les enseignants ont contribué, se sont engagés et ont manifesté leur disponibilité. Mais en retour, ce que nous avons constaté, c'est que le ministère de l'Éducation nationale nous a toujours mis devant le fait accompli. Le report de la date du 2 juin, c'est-à-dire après le fiasco du 2 juin, nous l'avons appris à travers la presse. La date du 25, nous avons appris à travers la presse. Mais également, ces décisions de faire passer les élèves en classe supérieure, je veux parler des classes intermédiaires. Oui. Là aussi, c'est vrai que nous avons été convoqués à une réunion en visioconférence. C'était le 14 juillet à partir de 16 h. Mais nous avions conscience que c'est une réunion d'information. Les décisions étaient déjà prises. Vous n'étiez pas d'accord sur les notes qui... Notre position, c'est que nous avions toujours dit le partenariat doit être fondé sur la franchise et la sincérité. Nous sommes des partenaires sociaux, mais nous ne sommes pas seulement des partenaires sociaux, nous sommes des techniciens de l'éducation. Et à ce titre, tout ce qui touche l'éducation, au moins nous avons notre mot à dire. Mais ça n'a rien à voir avec la cogestion, parce qu'il incombe au ministère de prendre les décisions, mais il est bon de se concerter pour prendre les bonnes décisions. N'est-ce pas? De la contradiction naît le perfectionnement. Mais sur la question des classes intermédiaires, nous avions dit, si on avait en amont mis en place un protocole pédagogique, même si on l'a mis, nous, on n'a pas accédé à ce protocole pédagogique. Il y a eu un protocole sanitaire. On aurait pu prendre en charge toutes ces questions. Parce que pour nous, les classes intermédiaires sont aussi importantes que les classes d'examen. Parce que c'est des classes d'acquisition. Oui. L'examen, c'est la fin d'un processus. Et si vous vous rappelez, la première partie du baccalauréat se faisait au niveau de la première. Et un élève qui avait un bon niveau en première, il est clair qu'il aura le bac en terminale. Et qu'un élève de CM1 peut bel et bien se présenter en l'entrée en 6e et au CFE. Oui. On a vu des élèves en classe de 4e se présenter au BFM. Ça veut dire que donc les classes intermédiaires sont aussi importantes. Et nous avions dit à l'époque qu'il fallait se concerter. Mais malheureusement, c'est lors de la réunion du 14 qu'on nous a informé. Le ministre nous a dit que pour les classes qui ont des indices 1, quand je dis indice 1, ça veut dire C1, CM1. Oui. Pour ces classes, ils passent en classe supérieure automatiquement. Pour les classes qui ont des ce ne sont pas toutes les classes qui sont concernées. Non, pour les classes qui ont des indices 2, ça veut dire que CP, CE2, eux, il faut une moyenne de 4,5 sur 10. Maintenant, pour le moyen secondaire, lors de la réunion, il nous avait dit qu'il faut une moyenne de 8,50. Mais le document officiel qu'on a reçu, on a mis 9 sur 20. Maintenant, les questions que nous nous posons, d'abord, on n'a pas parlé de quantum. Rappelez-vous, chaque fois que les enseignants sont en grève, on parle de quantum horaire. Mais cette fois-ci, on n'a pas évoqué le quantum horaire. Deuxième aspect, c'est la qualité. Parce qu'aujourd'hui, le défi au niveau mondial, c'est le défi de la qualité. Est-ce que les compétences de base ont été installées pour que ces élèves puissent passer en classe supérieure? C'est vrai que la décision revient à l'autorité. C'est vrai que nous sommes dans un contexte spécifique. J'ai entendu le ministre parler de téléenseignement, d'apprendre à la maison. Le canal d'éducation. Mais là, nous l'avons toujours dit que ce n'est pas encore bien élaboré, ce n'est pas encore bien ancré dans nos pratiques pédagogiques. Mais cela également risque d'entraîner ce qu'on appelle une rupture d'égalité devant le traitement des citoyens. Parce qu'il y a des élèves qui n'ont ni Internet, ni électricité, ni machine.
Donc, nous, ce qui risque d'arriver, c'est le décrochage scolaire. La réalité, c'est que ce n'est pas bien ancré dans nos pratiques pédagogiques. Maintenant, nous avons pris acte. Parce que nous prenons acte. Moi, j'aurais aimé que vous me dites qu'est-ce que vous aviez proposé au ministre lors de cette réunion. Non, pour les moyennes qui ont été, disons, adoptées, on le sait, mais vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous proposiez au ministre? Non, pour proposer, il faut d'abord qu'on vous consulte, qu'on vous concerte. Mais il n'y a pas eu de concertation. Ce qui s'est fait, quand le ministre nous a convoqués, il nous a dit c'est une réunion qui porte sur 3 points. 1. Les enseignants testés positifs, la prise en charge des enseignants testés positifs. Également, les classes intermédiaires, le mouvement national. Mais quand nous avons pris la parole, nous avons dit au ministre que cette réunion n'est pas une réunion de concertation, c'est une réunion d'information. Nous savons, comme vous l'avez fait pour le report de la date du 2 juin, pour le choix de la date du 25 juin, c'est une réunion d'information parce que nous savons que les décisions ont été prises. D'ailleurs, il nous avait dit c'est entre le vendredi et le lundi, en attendant les propositions. À notre grande surprise, nous avons vu les propositions dans les réseaux sociaux. Ça aussi pose un problème parce qu'on parle de fake news. Mais lorsque l'autorité balance l'information dans les réseaux sociaux, ça aussi c'est un autre problème. Et c'est pourquoi nous avons dit que le partenariat a été mis à rude épreuve. Mais l'un dans l'autre, nous l'avions toujours dit, parce que nous avions alerté dès le début de la pandémie. Nous avions dit, nous sommes dans un contexte de pandémie. Le virus n'est pas encore maîtrisé. Il y a encore beaucoup de morts. L'école est un haut lieu de contamination et de propagation du virus. Nous avions dit également que les classes intermédiaires constituent un point d'attention. Nous avons parlé également de l'hivernage. Oui. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'ils sont dans une perspective unilatérale de prise de décision, sans pour autant échanger avec les partenaires sociaux, encore une fois, qui ne sont pas seulement des partenaires sociaux, mais qui sont des techniciens de l'éducation. Mais comme nous ne décidons pas, nous avons pris acte, mais nous avons dit, le gouvernement sera tenu pour seul et unique responsable de toutes les conséquences qui découleront de cette situation. Que demain, qu'on ne dise pas que les résultats sont mauvais, qu'on ne dise pas que les élèves n'ont pas le niveau, mais qu'ils sachent que c'est eux qui ont pris les décisions. Ce qui veut dire que cela aura nous sommes des agents de l'État. Les années à venir. Oui, nous sommes des agents de l'État. Non, parce que, rappelez-vous, chaque fois que les enseignants sont en grève pour améliorer leurs conditions de travail, pour exiger du gouvernement le respect des accords. On nous a toujours rétorqué la question du canton horaire. Mais cette fois-ci, on n'a pas mis en exergue le canton horaire. Sauf que là, on est dans un contexte assez particulier, puisque la pandémie de Covid-19 a fini en tout cas de nous imposer son dictat, ça c'est clair. À vous entendre parler, vous fustigez un tout petit peu votre non-implication dans les prises de décision, sauf qu'aussi dans l'attelage même du ministre, forcément, il y a des personnes bien cotées ou alors qui s'y connaissent peut-être, voilà, qui peuvent aussi donner leur idée par rapport, disons, à cette décision qui a été prise en faisant passer aussi les élèves de classe intermédiaire d'un niveau à un autre. L'autre chose, c'est qu'on sait que l'année scolaire, elle est étalée sur 9 mois, par 3 trimestres, c'est bien cela. Donc, chaque trimestre plutôt, il y a, disons, une évaluation qui se fait. Alors, on en a fait 2, il en manque une évaluation. Est-ce qu'on ne peut pas, sur la base des évaluations qui ont été faites au niveau des établissements, évaluer le vrai niveau des élèves? Non, c'est 2 niveaux. L'école, le système éducatif, vous avez le préscolaire, l'élémentaire, le moyen et le secondaire. Dans l'élémentaire, on a fait un premier trimestre et un second trimestre. C'est pourquoi là, on a parlé pour les indices 1 et les indices 2. On a dit avec 4,5. Et on a dit aucune exclusion n'est tolérée pour insuffisance de résultats. Ça aussi, c'est à noter. Mais dans le moyen secondaire, on a dit qu'il faut avoir une moyenne de 9. Mais dans le moyen secondaire, on n'a fait qu'un seul semestre. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que les compétences de base, parce qu'encore une fois, les enseignants qui tiennent les classes, qui dispensent des enseignements, qui évaluent les élèves, ils sont mieux habilités que quiconque pour décider du passage ou du redoutement d'un élève. Mais l'un dans l'autre, il y a une décision politique. Nous avons dit, nous prenons acte. Parce que depuis lors, nous avons alerté. Nous avons demandé au gouvernement de faire attention. Parce que pour nous, la vie humaine est au-dessus de tout. C'est vrai qu'on ne veut pas, personne, cette situation n'agrée personne, mais je crois qu'il est important aussi de tenir cela en compte. Mais malheureusement, les décisions sont prises, c'est pourquoi nous avons dit que
nous sommes devant le fait accompli en tant que partenaire. C'est au nom de ce partenariat, mais on ne parle pas de congestion et d'implication. Encore une fois, c'est le ministère qui décide. Nous n'avons jamais remis en cause le calendrier scolaire, nous n'avons jamais remis en cause les dates d'examen. Nous sommes dans une situation spéciale. Quand la pandémie s'est imposée au Sénégal, vous avez vu, toute activité cessante, les syndicats, les enseignants, le peuple sénégalais, tous ceux qui sont épris de justice et d'équité, se sont engagés, mobilisés pour faire face à cette pandémie. Donc nous pensons que c'est cette gestion participative et inclusive qui est la bonne. Malheureusement, pour toutes les décisions, cela n'a pas été fait. L'autre aspect, je voudrais l'aborder, c'est par rapport justement au fait que les enseignants qui ont fait preuve de générosité, d'engagement, qui ont repris les enseignants, mais aujourd'hui les enseignants sont confrontés à des difficultés. Le couvre-feu est levé. Le couvre-feu est levé. On a repris les horaires. Mais malheureusement, l'administration ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on ne peut plus. Au niveau de la fonction publique, il est difficile aujourd'hui. On n'accepte plus les dossiers physiques. On ne peut même pas avoir des rencontres. Les dossiers sont bloqués. Quand je parle dossier, c'est les actes d'avancement, d'intégration, de validation, c'est les compléments de dossier. Et ça, je crois que c'est inadmissible. Les enseignants ont pris des risques dans les coins les plus reculés. Nous avons vu les conditions dans lesquelles nous avons voyagé. Donc on ne peut pas accepter, aussi bien au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère de la fonction, qu'au niveau des autres ministères. Il faut que ces ministères ouvrent leurs portes aux enseignants et que les dossiers administratifs des enseignants soient traités. Parce que ça, c'est un cri de cœur, c'est extrêmement important. Nous sommes dans les coins. Et vous le dire, c'est vrai que le ministre ne le dit pas, mais beaucoup d'enseignants sont testés positifs. Beaucoup d'élèves sont testés positifs. Donc, avant qu'on parle des enseignants testés positifs, vous disiez que lors de cette réunion ou de cette session où vous avez été informé de la décision qui allait être prise, comment se portent les enseignants qui avaient été testés en amont positifs? Parce que lors du déplacement des enseignants, en premier temps, on avait suspendu les cours en disant que c'est parce qu'il y a eu des enseignants à Ziguinchor et autres qui avaient été testés. Maintenant, comment se portent ces derniers avant qu'on parle de nouvelles contaminations? Très bien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait dit parce qu'on a testé des enseignants, il y a eu des enseignants testés positifs, qu'on a reporté la date. Mais en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tout le monde sait que les équipements sanitaires n'étaient pas disponibles, n'étaient pas sur place. Et c'était quand même, l'État ne pouvait pas accepter cela. Et c'est pourquoi ils ont reporté. Maintenant, ils ont utilisé ça, c'est un prétexte. Maintenant, ces enseignants qui ont été testés positifs, nous avons fait le suivi et l'accompagnement. Ils ont été mis en quarantaine. Et je vous dis, parmi eux, il y a un professeur de philo, je le dis, qui, malgré sa maladie, qui a été mis en quarantaine, qui est revenu chez lui. Vraiment, les élèves l'ont appelé. Ce sont les élèves qui l'appelaient individuellement. Il m'a appelé, il m'a dit, SG, c'est vrai que je suis malade, mais je voudrais rendre service au peuple sénégalais. Il m'a dit, je vais retourner à mon poste de travail, ne serait-ce que pour ces 2 mois, parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont des difficultés pour avoir un professeur de philosophie, malgré la stigmatisation. Donc, ces collègues ont été suivis. Mais il y a Ziguinchor, il y a un peu partout, il y a des cas que nous connaissons, parce que c'est des cas qui sont gérés par les comités sanitaires. Il y a même des élèves qui sont testés positifs. Mais ça, c'était prévisible. Nous l'avions dit ici au terminus de Liberté 5. Nous avons dit les conditions dans lesquelles le convoyage a été fait, le rassemblement. Tous ces facteurs favorisent la propagation du virus. Les gestes barrières n'étaient pas respectés, les masques n'étaient pas portés et les enseignants étaient des victimes. Mais alors, néanmoins, à quel taux évaluez-vous justement, disons, ces nouveaux cas de... Non, on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas les statistiques. Parce que là, vous entendez parler, c'est comme si... Non, on n'a pas les statistiques. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'aventurer à dire. Mais on a des informations parce que quand même, c'est des questions extrêmement sensibles pour protéger ses collègues, pour qu'ils ne soient pas victimes de la stigmatisation. Nous sommes là. Mais nous avons exigé de l'État, parce que c'est le gouvernement qui a pris la responsabilité de faire fonctionner les établissements scolaires. C'est au gouvernement d'assurer la prise en charge correcte, effective, le suivi, l'encadrement et de veiller
n'est-ce pas, à la sécurité sanitaire de tous les acteurs du système éducatif sénégalais. J'en reviens au passage des classes intermédiaires pour les élèves. C'est vrai qu'une décision est là, mais quel est le modèle qui, selon vous, serait le plus adapté par rapport au contexte actuel? Oui, non, vous savez, en ce genre de situation, nous sommes dans un contexte où il faut mettre en avant le dialogue. Ça veut dire qu'on est dans un contexte où il faut échanger. Parce qu'encore une fois, éviter les décisions unilatérales. Ça veut dire que vous avez des acteurs, vous discutez avec ces acteurs. Encore une fois, les acteurs, ce n'est pas seulement, j'ai dit, les acteurs dont on parle, c'est des enseignants. C'est des gens qui ont pratiqué la classe. C'est des gens qui sont toujours dans les classes. Parmi eux, il y a des gens qui sont clés en main. Nous sommes des techniciens de l'éducation. Donc, à ce titre, quand il y a un problème de ce genre, parce que quand la pandémie s'est posée, mais sur toutes les questions, les gens ont eu il y a eu des concertations. D'abord, comment faire pour sauver l'année? Je dois le dire, dès le début, le ministre nous avait interpellés. Sur l'année scolaire, nous avions donné notre proposition. Mais notre proposition, la proposition du QSEMS a toujours été adossée sur l'avis déterminant du Comité national de gestion des épidémies. Parce que nous avons dit, ils sont les seuls habilités à dire oui ou non, est-ce que les conditions sont réunies pour une reprise effective pour protéger encore une fois les enfants et les acteurs du système éducatif. Mais aujourd'hui, malheureusement, je le dis, que toutes les décisions qui ont été prises, parce que le 2 juin, le report, nous, on l'a appris dans la presse. Le 25 juin, on l'a appris dans la presse. Aujourd'hui, même les décisions qui ont été prises, on nous avait dit à partir du vendredi. Hier, nous avons vu ça dans les réseaux sociaux et j'ai parlé de fake news. Ça pose un problème de franchise dans le partenariat. Et je crois que le partenariat doit être fondé sur la sincérité et la franchise. En tout état de cause, nous avons joué notre partition. On nous a dit rejoignez vos postes, nous avons rejoint nos postes. Vous avez vu, nous avons été testés, beaucoup de collègues ont chopé le virus, beaucoup de collègues sont victimes de stigmatisation, ils travaillent dans des conditions difficiles. Et l'autre alerte, nous continuons de tirer sur cette alerte. Ça veut dire que l'alerte aujourd'hui, le point d'attention, c'est que l'hivernage s'est installé. Et on va vers le mois d'août, c'est ce mois pluvieux, très pluvieux. Je crois que c'est un point d'attention parce que nous sommes un syndicat d'alerte. On ne dira pas mieux vaut prévenir que guérir. C'est au gouvernement de prendre toutes les dispositions parce que c'est eux qui ont eu la responsabilité de faire fonctionner les États. Nous sommes des agents, nous sommes en nom. Encore une fois, vous disiez tout à l'heure, vous prenez acte par rapport à ce qui a été décidé aujourd'hui. Mais il est bon qu'on s'arrête aujourd'hui sur le modèle d'école qu'on est en train de construire. Parce qu'aujourd'hui, des cours ne pourront pas se faire dans les classes, pour les classes intermédiaires, puisque cela se fait à distance. Il y a une notation qui devrait être faite, puisque l'année n'a pas été annulée ou elle n'est pas blanche, comme beaucoup le craignaient. Qu'est-ce qui va être, disons, déterminant demain? Dans les salles de classe, quel type d'élèves on aura? Parce qu'aujourd'hui... Très bien. Vous savez, cette pandémie va amener le monde entier. Le monde entier a changé de paradigme à tout point de vue. Aujourd'hui, l'immigré qu'on considérait comme un pestiféré sera vu autrement. Parce qu'à l'époque, on parle d'immigration, les causes étaient économiques, sociales, culturelles, politiques. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement planétaire, l'augmentation du niveau de la mer, on parle d'immigrés climatiques. Il y a aujourd'hui des régions qui sont occupées par les eaux. L'autre aspect, c'est la solidarité internationale. Cette pandémie a montré les limites objectives de l'être humain, de la science, a montré les limites objectives des pays développés, leur niveau sanitaire. Mais du point de vue éducationnel, sur le plan de l'éducation, mais il faut repenser les paradigmes, il faut repartir sur de nouveaux paradigmes. Mais il faut retenir toujours que l'enseignant est irremplaçable dans la salle de classe. C'est vrai que l'enseignement à distance, le téléenseignement, aujourd'hui, on va en tenir compte parce qu'on va l'intégrer progressivement, ça devient irréversible. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler ici et maintenant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore bien élaboré, c'est un processus, ce n'est pas ancré dans nos pratiques pédagogiques. Il faut d'abord y travailler, c'est un processus et aller de manière progressive. Comme disait l'autre, nous sommes pressés mais marchons doucement. Donc c'est important de le vivre. Mais après la Covid, à tout point de vue, on va changer de paradigme, la manière de faire, même la manière de gouverner le monde. Je crois qu'aujourd'hui, cette Covid, cette maladie a montré aussi l'intérêt, l'importance des personnels de la santé et de l'éducation, de par le monde aujourd'hui, mais a montré l'importance des ouvriers. Je parle de ce qu'on appelle les invisibles. Je parle de ces journalistes qui présentent les journaux, qui informent. Je parle de ces techniciens de surface. Je parle de ces médecins.
de ses soignants, de ses enseignants, de ces chauffeurs. N'oubliez pas qu'en Angleterre, ceux qui ont chopé le virus, parmi eux, il y a de nombreux conducteurs de bus. Donc, ils vont comprendre qu'il faut revoir la façon de gérer le monde, la façon de gouverner nos États, changer de paradigme, mais repenser notre système éducatif sur la base de nos propres réalités socio-culturelles, de nos valeurs, de nos défis, de nos économies et de nos ressources. Et le niveau des élèves dans tout cela? Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut repenser. Parce que le niveau, on parle de niveau. Mais oui, ça aussi, il faut... Après la dotation, ce qu'on a entendu, c'est que ce qui est pris en compte, c'est les nombres d'heures qui avaient déjà été effectuées en salle de classe. Quand on nous parle d'examen ou de temps qui a été déjà effectué, on pense à cela. Entre-temps, il y a des cours à distance, certes, mais dans cette notation-là, on n'a pas l'impression que ce quantum horaire est pris en compte. Non, c'est vrai. C'est pourquoi nous avons dit, vous savez, n'est responsable que c'est lui qui prend les décisions, Madame Touré. Nous n'avons aucune responsabilité dans cette affaire. Dès le début, nous avions dit, mais nous respectons la position de... Je dis souvent au ministre, il faut que chacun comprenne son rôle. Nous sommes des syndicalistes. Ça veut dire que nous ne sommes pas des politiciens. Moi, je n'ai pas de carte politique. Je n'appartiens à aucune organisation politique. Je suis un syndicaliste. Mon rôle, c'est de défendre le monde du travail. C'est de défendre les ouvriers, c'est de défendre les enseignants. C'est de défendre le système éducatif. Est-ce que vous avez eu, disons, Mais ce que vous avez dit, c'est pertinent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que les conséquences, on ne va pas les vivre maintenant. Ça veut dire qu'on a fait... J'ai dit que les classes intermédiaires, c'est des classes d'acquisition. C'est des classes importantes. Souvent, les classes d'examen, c'est des classes de consolidation. Quelles peuvent en être les conséquences si toutefois... Les conséquences, c'est-à-dire que, bon, peut-être on ne va pas les sentir aujourd'hui, mais sous peu de temps, peut-être ça va impacter sur le niveau des élèves. Parce que si vous prenez une classe de première, mais je l'ai dit ici, il y avait la première partie. La terminale se prépare en classe de première. Le BFM se prépare en classe de quatrième. N'est-ce pas? L'entrée en sixième, le CEP se prépare en classe de CM1. Donc, c'est des classes d'acquisition. L'examen, la classe d'examen, c'est la fin d'un processus. Sauf qu'il y a quelques programmes qui ont été élagués. Oui, même si c'est élagué, mais l'un dans l'autre, vous savez, c'est des décisions qui ont été prises, mais tout le monde sait que le quantum horaire, parce qu'on a toujours, chaque année, quand il y a grève, on nous dit qu'il faut réaménager. Parce que vous avez grévé le quantum horaire. Mais cette année, on n'a pas parlé de quantum horaire. Dans le paquet aussi, il y a 3 concepts: qualité, équité, transparence. La qualité aujourd'hui est un défi mondial, un défi de la communauté internationale. Mais on n'a pas tenu compte de cette qualité. C'est pourquoi j'ai dit que ça mérite encore réflexion. Je crois qu'au lendemain de cette pandémie, nous souhaitons tous que vraiment cette maladie disparaisse dans le monde. Mais il faudra que les gens s'arrêtent, fassent l'état des lieux, et puis repense notre mode de gouvernance, mais surtout repense notre système éducatif sur la base de nos propres valeurs, de nos défis, de nos ressources, mais surtout de nos réalités socio-culturelles. Parfait. Merci beaucoup. Je voudrais juste mettre un mot, c'est par rapport à nos camarades syndicalistes qui sont en lutte dans le secteur de la justice. Je veux parler du syndicat des travailleurs de la justice, mais aussi de Andegussem et autres. Nous avons dit que le droit syndical au Sénégal est un principe constitutionnel, parce qu'inscrit dans le préambule et dans le corps constitutionnel. Le Sénégal a signé une trentaine de conventions internationales, dont la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective. Non seulement ils revendiquent des droits qui sont légitimes, mais on n'a pas le droit d'intimider, de menacer un responsable syndical. Et comme disait Karl Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, tout le monde du travail va dire. On n'acceptera pas cela. Ce que le gouvernement doit faire, ce que le ministre de la Justice doit faire, il faut dialoguer. Le président Macron a dit à ses ministres, nous ne sommes pas dans un contexte de sanctions ou bien d'opposition. Nous sommes dans un contexte de négociation, de dialogue, de concertation, parce qu'aujourd'hui, la pandémie du coronavirus a mis à genoux le monde, l'économie mondiale. Donc je crois que, encore une fois, raison gardée, il faudra arrêter ces menaces, ces persécutions, parce que nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Le Sénégal est un pays démocratique. Autant il y a la démocratie politique, autant il y a la démocratie sociale. Et le QCM sera toujours du côté de ceux qui luttent, parce que justement, ce sont les travailleurs
qui font le développement. Merci beaucoup Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du CUSEMS. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne et à vous qui nous suivez de partout. Un peu plus tard, DER sera là dans Jakaarlo.